Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on fait un retour sur la délégation. On a vu ça à l'épisode 30, donc ça doit faire genre 5 ans. Et je m'aperçois en fait que dans les cours que je donne, quand je parle de délégation, les gens hochent de la tête beaucoup. Il y a quelques courageux qui disent qui trouvent que c'est pas une bonne pratique ou que c'est difficile, mais rares sont les gens qui disent frontalement qu'ils ne veulent pas le faire ou qu'ils ne le font pas. Pourtant, je vois la difficulté, je perçois la difficulté, et dans cet épisode-ci, je voulais qu'on parle de ces difficultés. Alors, déléguer est une activité managériale reconnue. Si vous allez sur manager-tools.com, qui est un des plus vieux sites que je connaisse, en tout cas, qui faisait un podcast de management depuis au moins potentiellement le début des années 2000, donc ça fait 20 ans, eh bien, la délégation fait partie de la trinité du management, comme ils l'appellent, avec le feedback et le one-on-one, c'est, les trois avec la délégation, c'est la base. Mais, alors étonnamment, il y a 20% des managers qui s'évaluent comme efficaces dans la délégation. Il y a un Global Leadership Forecast qui est fait en 2025, une espèce d'étude mondiale, une des bases de données les plus larges, les plus grandes, les plus intéressantes sur les comportements de leadership, qui est construite sur plusieurs dizaines de milliers de répondants dans le monde entier. 19% de managers qui s'évaluent comme efficaces dans la délégation. Et c'est une question d'efficacité. Ça veut dire que c'est pas un problème de méthode. Les managers savent ce que c'est, comment, etc. Ils connaissent les bénéfices. Il y en a même qui se sont formés d'ailleurs. Mais le problème, il est ailleurs. Et en fait, on va voir une série de 3 résistances qui, à mon avis, sont fondamentales dans la résistance à la délégation. Et ce sont 3 résistances qui sont légitimes, qui sont logiques en fait, et sur lesquelles il faut vraiment travailler pour pouvoir déléguer. Je ne refais pas ici le chapitre de pourquoi déléguer est important, je vous référerai à l'épisode 30. Il y a un bénéfice, il y a de multiples bénéfices à la délégation, mais donc on va se concentrer dans cet épisode sur les 3 mécanismes qui peuvent empêcher quelqu'un de déléguer. Le premier, imaginons une équipe de 8 personnes, ou de 6, ou c'est égal. 2 sur ces 8 sont nettement en dessus du lot. Réactifs, performantes, fiables, capables de prendre, etc., etc. La manager le sait. Alors, quand une tâche urgente, souvent pas importante, arrive, elle se tourne vers ces 2 personnes. Et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et déjà en 1999, 2 chercheurs, Yukole Fu, j'imagine, une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology, disent que ce réflexe est tout à fait quantifiable. La corrélation entre la compétence perçue d'un collaborateur et la probabilité de déléguer quelque chose est de 0,40. 0,39 pour être précis. Une corrélation de 0,39, c'est monstrueux. C'est très, 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 très grand. On n'arrive jamais à 1, ou rarement. Donc c'est une corrélation positive, significative, et le problème, c'est qu'elle est du coup parfaitement contre-productive à l'échelle du collectif. Comment ça ? Eh bien, 2 autres chercheurs, Venkatararamy et Bartol, publient dans le même journal, alors de manière beaucoup plus récente, je crois que c'est 2022, confirment la suite logique de ça. C'est que les managers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent parmi leurs 8, je ne vais pas parler de chevaux de course, mais lesquels vont gagner le plus et donc vont surcharger systématiquement les meilleurs éléments, jusqu'à épuisement. Tandis que le reste de l'équipe stagne, faute d'opportunités. Parce qu'on veut déléguer aux meilleurs, parce qu'on a envie que ça fonctionne. Et donc, le résultat, c'est un paradoxe propre à n'importe quelle organisation performante, dans laquelle la délégation est une pratique, c'est les personnes les plus compétentes sont les moins disponibles. Et les personnes les plus disponibles ne reçoivent rien parce qu'elles semblent moins compétentes. Et donc, la délégation censée développer l'équipe renforce au contraire les inégalités existantes. Et la manager, en toute bonne foi, contribue chaque semaine à creuser l'écart. Donc, vous voyez que dans l'identification de la cible de délégation, si on prend systématiquement les gens compétents, disponibles, etc., on va avoir un problème récurrent. Et donc, Venkatararamy et Bartol proposent une sorte de
d'intuition contre-intuitive, si je puis dire ça comme ça. Il propose de déléguer aussi au profil intermédiaire. Et en particulier ceux qui ont le réseau social interne pour mobiliser de l'aide si nécessaire. Donc, être capable, c'est très intéressant parce qu'on change de définition de être capable. Ce n'est pas une question de compétence individuelle pure. C'est, je dirais, la plupart des managers, ils regardent leurs collaborateurs, ils disent il est capable, elle est capable, elle n'est pas capable. Si la réponse est oui, je délègue. Si la réponse est non, je délègue pas. Or, ce que nos deux chercheurs disent, c'est oui, mais être capable de quoi? Donc, plutôt que de regarder juste une question de compétence individuelle pure, regardez aussi une question de compétence mobilisable par le collectif. Donc, on va choisir le bon collègue plutôt que l'expert. C'est-à-dire choisir aussi des gens qui sont, reprenant notre équipe de 8, sont certes pas les deux qui sont les deux worst performers de toute l'équipe, les deux derniers en termes de performance, mais peut-être parmi les 4 du milieu, puisqu'on avait 2 en haut, parmi les 4 du milieu, dans ces 4-là, il y a potentiellement aussi des cibles des cibles de délégation. Alors, ce ne sont pas des cibles de délégation en termes de délégation de performance, qu'on appelle ça, mais ce serait des cibles de délégation de développement. C'est-à-dire que oui, on va y passer un peu plus de temps avec ces personnes-là, puisqu'il faudra peut-être les expliquer, leur expliquer des choses, il faudra leur montrer un certain nombre de choses, mais par contre, ça va les faire progresser. Donc on retrouve cette dichotomie entre la délégation de performance et la délégation de développement, et ce que disent les chercheurs, c'est que si vous ne faites que de la délégation de performance, vous allez fatiguer vos troupes et donc ils n'en pourront plus. Et donc ça, c'est le premier paradoxe finalement, le premier bloc, la première raison pour laquelle on va refuser de déléguer, c'est parce qu'on a peur de fatiguer les gens, on a peur de les charger trop, puisqu'on s'imagine qu'on ne peut déléguer qu'à 2 personnes dans notre équipe de 8. Ça, c'est le premier mécanisme qui pourrait nous empêcher de déléguer. Le deuxième est plus souterrain, plus intéressant. Elle touche à l'identité d'une manager. On imagine une manager qui a été promue, et souvent elle est promue parce qu'elle excelle dans un domaine. C'est la meilleure de son équipe dans, je sais pas moi, la gestion de projet, la relation client, l'analyse financière, etc. C'est égal. Et en fait, le problème c'est que cette manager a construit une partie de sa légitimité sur cette maîtrise. Et donc, déléguer des tâches ordinaires, c'est facile. Par contre, déléguer ce dans quoi nous excellons est une autre affaire. C'est beaucoup plus compliqué puisque ça veut dire que ça revient à confier à quelqu'un d'autre ce qui me définit professionnellement, avec le risque, réel ou imaginaire, que la personne s'en sorte aussi bien, voire mieux que moi. Et qu'est-ce que ça veut dire de moi? Donc on reprend l'exemple d'un manager qui a été promu chef de l'équipe chef de projet parce que c'était la meilleure chef de projet. On pensait que c'était la meilleure chef de projet, déléguer des tâches de gestion de projet ou des tâches de direction de projet à son équipe de chef de projet, potentiellement, c'est se mettre en danger. 1, du point de vue de l'identité, 2, du point de vue de « oui, mais qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un dans mon équipe est plus fort que moi dans le domaine qui a fait mon succès ?» Et donc la littérature sur la menace identitaire professionnelle, alors elle est bien documentée dans les contextes médicaux architecturaux, mais le mécanisme est cohérent. Ça veut dire que plus l'expertise est centrale à l'identité du professionnel ou de la professionnelle, plus la perspective de la partager ou de la transmettre génère une résistance implicite. Et ça, on le voit très bien. Les fameux décolteurs, dont on dit qu'ils ont des sales caractères, dont on dit qu'ils ne partagent pas beaucoup l'information. Mais c'est tellement logique, en fait. Ça veut dire que, ça a une valeur énorme parce que c'est une connaissance qui est une connaissance peu connue. C'est une connaissance qui est peu partagée. Elle donne donc une vraie valeur aux professionnels. Donc déjà, rien que ça en soi, ça vaut la résistance au partage. Hein. Et puis la deuxième chose, que comme en plus ces gens-là se sont construits sur l'identité d'un décolteur, et non pas d'un bon collègue ou d'un bon professionnel ou de quelqu'un, etc., eh bien si vous leur demandez de partager cette information-là, cette connaissance-là, vous mettez quasiment leur survie professionnelle en danger. Et donc c'est tout à fait logique en fait qu'ils ne veuillent pas le faire. Donc, cette résistance, elle n'est pas irrationnelle. Au contraire, elle est très rationnelle. Elle se comprend tout à fait. Elle est cohérente avec l'histoire de la responsable dont on parle. Pendant des années, sa valeur s'est mesurée à ce qu'elle produisait elle-même. Et donc, devenir manager efface pas cette équation, cette réalité. Elle se superpose simplement à un nouveau rôle avec des critères de succès complètement différents. Et la tension entre les deux est jamais vraiment résolue. Elle est gérée au mieux, mais elle n'est pas résolue. Ce qui fait que vous avez une manager à qui on demande d'autres choses, mais qui se
qui se connaît ou qui se mesure encore en termes de gestion de projet, pour reprendre l'exemple qu'on a pris. Alors là, évidemment, le supérieur hiérarchique a un rôle important à jouer, qui est celui de la régulation de ça, en disant « Non, mais moi j'attends de ta part, non plus que tu sois une bonne gestionnaire de projet, mais une bonne directrice de projet, par exemple, le step d'en dessus. » Donc, le deuxième mécanisme, donc l'identité par la compétence, est extrêmement problématique, alors pas seulement pour la délégation, mais évidemment aussi pour la délégation. Troisième mécanisme, alors ça se joue évidemment à l'échelle de l'organisation, et puis c'est potentiellement le plus coûteux parce qu'évidemment c'est celui qui est le moins visible. Un manager ou une manager qui sous-délègue ne nuit pas juste à son équipe. Nuire peut-être un peu fort en tout cas, mais par contre elle nuit à l'organisation, cette personne, parce que c'est un vrai goulet d'étranglement systémique. Parce que les décisions vont attendre, parce que les projets vont ralentir, parce que les collaborateurs apprennent. Alors moi je demande à pas agir sans aval, puisque tout passe par cette personne-là, il n'y a pas de délégation. Donc le système a entraîné les collaborateurs à attendre. Et donc toute la boîte attend. Alors Gallup a mesuré que les entrepreneurs qui disposent d'un gros talent de délégation génèrent en moyenne 33% de revenus supplémentaires par rapport à ceux qui en ont peu de talent de délégation. Alors, ce sont des entrepreneurs fondateurs, typiquement des gens comme moi, pas nécessairement pour des managers salariés. Donc il faut être prudent avec la comparaison, mais l'ordre de grandeur dit quelque chose. C'est que retenir le travail a un coût organisationnel réel, même quand c'est diffus et quand c'est invisible dans les tableaux de bord. Alors, dans le temps, ce coût prend une forme particulière. L'organisation ne développe pas de relève. Les collaborateurs qui auraient pu monter en compétence grâce à la délégation, ils ne l'ont pas fait, ou ils sont peut-être déjà partis, surtout avec cette fameuse génération Z dont on dit d'elle qu'elle a moins de patience que les vieux Gen X comme moi. Donc quand la manager part, notre fameuse manager chef de projet, ça peut être une mutation au sein de la même entreprise, une promotion ailleurs, un départ, elle laisse derrière elle rien de vraiment transférable, pas de personne qui est prête à la délégation. Donc potentiellement, c'est très compliqué au niveau organisationnel. Et d'ailleurs, les managers épuisés, et la sous-délégation est l'un des premiers moteurs du burn-out managérial. Les managers qui font des burn-out sont des managers qui ont de la peine à déléguer, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais ces managers-là sont 2 fois moins engagés dans leur rôle. Donc la surcharge, c'est pas juste un problème humain, c'est un gros problème humain, mais c'est aussi un problème de performance pour l'organisation. Donc, vous voyez qu'on a 3 mécanismes, la surcharge des meilleurs, la résistance identitaire, le goulot systémique. C'est intéressant parce qu'en fait, ça nous fait réfléchir à une manière différente à la délégation. Ça nous permet d'y réfléchir d'une manière plus globale, comme finalement un système de performance pour l'organisation, pour l'entreprise. Et la délégation, du coup, on voit que ça n'échoue pas parce que les managers ne savent pas comment faire. Ça ne sert à rien de faire plus de formation, parce qu'ils savent déjà faire. La délégation peut échouer parce qu'elle exige quelque chose que assez peu de formations abordent en fait. C'est que quand je suis collaborateur, ma valeur réside dans ce que je fais. Or, quand je deviens manager, il y a un changement, il y a un glissement de valeur ici. Et donc, quand je suis manager, ma valeur n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce que je rends possible. Donc, ce déplacement-là, c'est une révision assez profonde de ce que ça veut dire être manager. Tant que je suis dans l'ancien système, si on veut bien, l'ancien operating system, eh bien, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est ce que je fais. C'est ce que je suis capable de produire moi, en fait, qui compte. Or, un manager, responsable d'équipe, eh bien, on sait que ce qu'on rend possible, et en particulier grâce à la délégation. Donc, ça veut dire que, 1, je dois mieux choisir mes sites de délégation, et pas juste prendre le haut du panier. 2, ça veut dire que je dois me poser la question de mon identité de manager. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une identité de manager par rapport à avoir une identité de contributeur individuel, avec ma compétence comme identité. Et puis 3, en tant qu'organisation, permettre la délégation à plus grande échelle pour gagner en efficacité. Tant que vous avez des managers qui pensent que leur valeur est dans ce qu'ils font, on aura ce problème sur la délégation. Et je pense que du coup, il y a des moyens de s'en sortir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ce petit update sur la délégation vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.